Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de cette conférence au sujet des 5 bonnes raisons d'utiliser les jeux avec les enfants. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, on va utiliser le chat pour ça. Vous avez un chat normalement sur votre droite. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Si vous m'entendez bien, si vous voyez bien, si vous me voyez bien également, n'hésitez pas à me le dire. Je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'entendez, ce qui fait que je verrai vos réponses un petit peu plus tard. Alors, n'hésitez pas à prendre de quoi noter également. Prendre de quoi noter, de quoi vous hydrater aussi, ça vous permettra de pouvoir rester le temps qu'on va rester ensemble. Ça devrait durer une bonne heure, peut-être 1 heure et demie. Ça fait un petit peu bizarre parce que je ne vous entends pas. J'ai l'habitude d'avoir des gens en face de moi, tant en conférence qu'en formation. Et même quand on fait avec mon équipe des visioconférences en ligne, je les ai en face. Et là, je ne vous ai pas. Alors, pour commencer, je vais partager avec vous mon écran. Là, est-ce que c'est OK pour vous? Ça devrait être bon. Ouais, c'est les joies du direct. Oui, c'est ça, Isabelle. Merci. Oui, je vais vous demander un peu d'indulgence et de bienveillance pour ce premier webinaire. Bonjour Isabelle. Alors, est-ce que c'est OK pour vous maintenant? Ah oui, ça y est, je vois Nathalie nous dit OK. Bon, bah c'est super. Mais j'ai oublié de vous dire qu'à la fin de ce webinaire, j'aurai, moi, une offre importante à vous présenter et j'aimerais vous en parler, ça me tient à cœur, mais on en parlera à la fin du webinaire. Donc, je continue. Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, 5 clés pour apprendre avec les jeux en s'amusant. Avant, j'aimerais quand même pouvoir me présenter. Et pour pouvoir me présenter, je vais vous... Alors, attendez, parce que là, du coup, j'arrive pas à... Ah, voilà. Pour pouvoir me présenter, voilà, je vous ai préparé une diapositive pour vous présenter mon expertise. Hein. Qu'est-ce que je suis? Je suis docteur en psychologie cognitive. En fait, je viens d'un laboratoire de recherche qui travaillait précisément sur la cognition et l'apprentissage. Avec moi, ma spécialité, ça n'était pas du tout les enfants. Hein. Je tiens quand même à vous le dire, mais ça ne veut pas dire que je n'ai rien à vous dire. Hein. Non, ma spécialité était le vieillissement. J'ai travaillé dans un laboratoire qui s'occupait du vieillissement et notamment de la mémoire. Et ma thèse a porté sur... J'ai validé en fait une méthode. Je me suis intéressée à l'utilisation des outils ludiques, de tout ce qui était jeu, mais plus largement des activités de loisirs pour faire de la stimulation cognitive. Et donc, pour cela, j'ai alors conçu une méthode, évalué cette méthode et surtout, j'ai testé cette méthode avec les outils de la recherche, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir si ça fonctionnait ou pas et ce sur quoi ça fonctionnait ou pas. Et alors, cette méthode s'appelle encéphale, entraînement cérébral fonctionnel par les activités de loisirs. Entraînement cérébral fonctionnel par les activités de loisirs. Et donc, on utilise les activités de loisirs et les jeux uniquement pour entraîner le cerveau. Alors, encéphale, vous le voyez ici, elle s'intéresse aux adultes, mais en fait, je me suis rendu compte en lisant la littérature que les fonctions du cerveau qui permettaient à un adulte de pouvoir se maintenir en autonomie étaient exactement les mêmes qui permettaient à un enfant de pouvoir gagner en autonomie. D'où l'intérêt et donc d'où la légitimité pour pouvoir intervenir auprès des enfants, notamment dans le but d'améliorer leur autonomie. Voilà. Et puis alors, par ailleurs, je me suis beaucoup intéressée, pas dans le cadre de ma thèse, parce que c'était un petit peu compliqué en psychologie cognitive. La psychologie cognitive est beaucoup plus ancienne que la psychologie positive et il a quand même fallu attendre une certaine reconnaissance.
Et donc, j'ai beaucoup collaboré avec Charles-Martin Krum et notamment dernièrement aussi avec Cyril Tarquinio. Alors moi, j'ai écrit un chapitre d'un ouvrage de référence que eux ont rédigé. Ils ont rassemblé 22 chercheurs, pardon, et ensemble, on a rédigé 14 chapitres autour de la psychologie positive pour faire l'état de la recherche. Et puis pour présenter vraiment les dernières avancées. Donc là, vous avez un ouvrage de référence que je vous conseille fortement si vous vous intéressez à la psychologie positive. Et puis par ailleurs, j'ai écrit également Programmer votre cerveau pour le bonheur. Auparavant, je m'intéressais beaucoup à comment améliorer l'attention, la concentration, la mémoire. Et je me suis également intéressée à l'augmentation du niveau de bien-être, comment on pouvait faire, et notamment aux forces de caractère au modèle de Martin Seligman en psychologie positive. Et donc, j'ai travaillé sur trois mots qui me paraissaient très simples pour pouvoir présenter justement euh, les moyens que l'on avait à notre disposition pour augmenter le niveau de bien-être, notamment par l'activation des neurotransmetteurs. C'est le beau, le bien et le bon. Voilà. Mais juste avant de commencer, j'aimerais simplement vous présenter une petite vidéo introductive. Je ne sais pas si vous entendrez bien le son, mais j'aimerais simplement vous montrer que le jeu est non seulement inné chez l'enfant, mais pas que chez l'enfant. Je vous laisse découvrir. Voilà. Alors, je sais que c'est un peu long comme vidéo, mais en même temps, je trouve assez intéressant de vous montrer à quel point chaque espèce est intéressée, je dirais même pas intéressée, va naturellement utiliser ce ballon. C'est-à-dire qu'on va activer dans le cerveau ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit de la récompense, c'est un circuit qui est primaire. Et ce circuit primaire est présent chez tous les animaux. Et vous voyez que même le poisson rouge va y aller, même la mygale va y aller. Enfin, je ne sais pas si c'est une mygale, mais en tout cas, l'araignée va y aller. Alors, ce sont des vidéos que j'ai prises sur Internet, donc je ne peux pas non plus garantir le non-trucage de ces vidéos. En revanche, je trouve quand même assez intéressant de voir à quel point toutes ces espèces sont attirées par le ballon. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que chez l'enfant, le jeu est quelque part complètement naturel. Et ça, je crois que c'est la première clé que j'aimerais vous donner concernant le jeu, c'est de vous dire qu'il est complètement naturel. Jouer pour un enfant, c'est juste inné. Un enfant n'apprend pas à jouer, en fait, un enfant sait jouer. C'est complètement le message que j'aimerais vous laisser, c'est-à-dire que les premières interactions que va avoir un enfant avec un adulte, simplement quand il sourit, simplement quand il est en train de, quand il est en interaction avec vous, il est déjà dans cette activation du circuit de la récompense et c'est déjà une forme de jeu pour lui. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. Un enfant va apprendre à lire, un enfant va apprendre à écrire. Et Dieu sait que ça peut être difficile pour un enfant d'apprendre à lire, parce qu'il va falloir vraiment, c'est pas naturel de lire. Les travaux justement de Stanislas Dehaene sur les neurones de la lecture, je vous recommande son ouvrage, nous indique bien que c'est absolument pas naturel de lire, alors que le fait de se mettre à jouer, là, on est vraiment dans une activité qui est complètement naturelle. Donc, laissez quelque part ce côté naturel intervenir. Alors, je vois que Isabelle nous dit, et donc nous, en adulte, on apprend, enfin, quelque part, on perd un petit peu cette capacité qui est innée. Je ne sais pas si on la perd vraiment. Je pense qu'on nous
n'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme le fait Isabelle, parce que c'est peut-être justement ce pourquoi j'ai accepté de faire ce webinaire. C'est aussi pour pouvoir répondre à toutes vos questions plutôt que faire une conférence en ligne sans qu'il y ait d'interaction. C'est pas forcément qu'on va perdre cette capacité, c'est qu'en fait, on va probablement la réfréner. Et pour ça, on va voir que on va probablement activer ce sur quoi Martin Seligman, justement, un chercheur en psychologie positive et peut-être le fondateur de la psychologie positive d'ailleurs, a travaillé au départ, c'était sur la notion d'impuissance acquise. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du fait, enfin, on va se retrouver dans des situations répétées qui nous amènent à intégrer le fait que le jeu n'a pas sa place dans tel ou tel environnement et on va finir par intégrer vraiment par automatisme que le jeu n'a pas sa place dans tel environnement, dans tel environnement, dans tel environnement. Et si les environnements se multiplient, eh bien on finira par le surgénéraliser et on oubliera quelque part de mettre du jeu, alors que ce jeu, cette capacité, elle est en nous, elle est innée. On la perd pas vraiment, parce que quand on remet des adultes en situation de jeu, eh bien on se rend compte que les adultes reprennent assez facilement justement cette façon de... Ils réactivent cette capacité et quand on travaille avec les personnes âgées, c'est énorme parce qu'on voit vraiment qu'ils reprennent du sourire, ils reprennent de la vie et quelque part, ça réactive aussi cet enfant intérieur que l'on a. Donc, on perd pas vraiment cette capacité lorsqu'on avance dans l'âge. Donc, les enfants n'apprennent pas à jouer, ils savent jouer. Vraiment, ils savent. C'est juste naturel. Donc, il n'y a rien de plus simple pour un enfant que de jouer. Après, le truc, ça va être de trouver le jeu qui va l'intéresser. Et les ados, c'est pareil. Eux aussi aiment ça jouer. Eux aussi. Eux aussi. Et d'ailleurs, mettez-les dans des escape games, mettez-les dans des situations de jeu, mettez-les dans des jeux qui les motivent. La motivation, c'est quand même un des moteurs aussi pour le jeu. Et les ados, pardon, aiment ça. Hein, ils aiment ça aussi. Alors, peut-être que vous me parlerez des jeux en ligne, on en reparlera un petit peu, hein, mais le jeu en ligne, quand il est coopératif, il active aussi hein, cette capacité innée que l'on a à jouer. Et là, ça peut effectivement être parfois problématique. Voilà. Donc, le jeu, c'est non seulement inné, mais c'est quelque chose en plus que les enfants aiment faire naturellement. Hein. Et en plus, bah, c'est un droit fondamental. Et ça, il faut juste pas l'oublier. C'est l'ONU qui le dit. Hein. Le jeu est reconnu par l'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme comme un droit fondamental de l'enfant. Un enfant qui ne peut pas jouer est quelque part un enfant privé d'un droit fondamental. Ah, Sandrine nous dit qu'elle va devoir nous quitter parce que la connexion ne fonctionne pas. Oui, il y aura un replay. Enfin, j'espère. C'est mon premier. Je ne sais pas si je vais arriver à l'enregistrer, mais normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Ouais. Alors, jouer, c'est aussi une façon de se connaître, de mieux se connaître. Ça, c'est la clé, pardon. Ça, c'est la clé aussi que nous enseignent notamment tous les travaux en psychologie dans tous les domaines, hein, mais principalement en psychologie du développement. Le jeu constitue pour un enfant un moyen naturel par excellence pour apprendre à se connaître. Hein. L'enfant va petit à petit comprendre quelle est sa personnalité, mais aussi comprendre son environnement et comment il peut interagir avec son environnement grâce au jeu. Alors c'est aussi intéressant de voir dans quelle situation on va mettre l'enfant face au jeu. Est-ce que la situation va être une situation propice au fait d'être dans un environnement calme, apaisé, bien? C'est pas forcément le cas, et il faut vraiment essayer d'être attentif à ça si vous voulez que vos enfants aillent vers le jeu. Aujourd'hui, je forme des personnes qui vont utiliser le jeu, donc des ludopédagogues, des ludocoachs. Et parfois, les personnes viennent me voir en me disant écoute, Elisabeth, moi j'ai vraiment envie d'utiliser ta méthode, mais j'ai un problème, c'est que moi, j'aime pas jouer.
Et là, bien souvent, la seule façon que j'ai de leur permettre de pouvoir mesurer vraiment le fait qu'elles n'aiment pas jouer, c'est d'essayer de jouer avec elles ou avec lui. Et bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que la personne n'aime pas jouer. Ça n'est pas qu'elle n'aime pas jouer. Bien souvent, le problème est plutôt lié au fait qu'elle a été mise dans un environnement où le jeu était plutôt perçu comme quelque chose de compétition, ou alors on l'a beaucoup, euh, on l'a beaucoup fait perdre, on l'a beaucoup réprimandée quand elle était en train de jouer, cette personne-là, ou bien elle a été mise en situation de stress, mais de stress négatif, ce qui fait quelque part son corps aura intégré que le jeu n'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour elle. Il ne faut pas oublier que notre cerveau est là pour quoi? Il est là pour nous construire un monde qui nous permette de pouvoir survivre. Si dans ce monde-là, le jeu est un élément qui est considéré par le cerveau comme quelque chose de nocif, à ce moment-là, la personne ne va pas avoir envie d'aller jouer. Donc c'est extrêmement important d'essayer de mettre les enfants dans un contexte plutôt favorable pour les aider à avoir et à apprendre à jouer. Donc ça, c'était un premier point. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? N'hésitez pas à me le dire parce qu'on va passer à la clé numéro 2. Donc la clé numéro 1, juste pour vous le rappeler, c'est le fait de se dire que le jeu est vraiment naturel. La seule chose que vous ayez à faire pour aider un enfant à jouer, c'est de le laisser naturellement aller vers les jeux qui vont lui plaire, vers ce vers quoi il va aller naturellement. Hein, et ça devrait normalement vous aider à pouvoir peut-être d'ailleurs essayer de révéler ce qu'il y a de naturel chez lui et on le verra un petit peu plus tard. Voilà. Des questions pour cette première clé? Ok. Bonsoir, je vois que Vanessa nous rejoint. Bonsoir Vanessa. Donc première clé, le jeu est naturel. Laissez les enfants jouer et normalement ça devrait fonctionner. On les force pas à jouer, on les aide à jouer. Hein. Et peut-être d'ailleurs que vous pouvez simplement proposer un jeu à un enfant, se poser à côté de lui sans forcément lui proposer de jouer directement avec lui. Laissez-le entrer dans le monde du jeu parce qu'on sait bien, et depuis les travaux de Vygotsky, que le jeu a quand même une dimension symbolique pour l'enfant. L'enfant va se créer un monde à travers le jeu et quand il est installé dans ce monde, il va ensuite pouvoir vous inviter peut-être 5 minutes après, 10 minutes après, et peut-être même tout de suite, hein, à entrer dans ce monde avec lui, parce que l'enfant aime jouer. Alors, il peut aimer jouer seul, mais bien souvent, il aime jouer en interaction. Alors, on va passer... Non, tout est clair. Merci Sandrine. Et Sandrine est encore là. Super. Ok, on va passer à la deuxième clé. Cette deuxième clé, c'est que le jeu est bon pour le cerveau. Et ça, c'est une clé absolument nécessaire, absolument incroyable. Le jeu, c'est juste un outil de développement idéal pour le cerveau. Oui, le cerveau, enfin le jeu, et je dirais même des travaux l'ont montré, que le jeu est essentiel pour permettre une forme de développement harmonieux du cerveau. Et pour ça, j'aime bien utiliser un modèle qui n'est pas forcément enseigné dans les universités. C'est le modèle des intelligences multiples. Alors, peut-être le connaissez-vous, le modèle des intelligences multiples, c'est Howard Gardner. Gardner, Gardner. Donc, il l'a mis en évidence. Et qu'est-ce que nous dit ce chercheur? Eh bien, alors, avant de... Enfin, ouais. Ce que nous dit ce chercheur, c'est que plutôt que privilégier des apprentissages qui sont très valorisés à l'école, comme tout ce qui est logico-mathématique, comme tout ce qui est langagier, comme tout ce qui est visuel et spatial. Alors, quand on est quand même dans les premières années d'école, on a encore tout un panel. Mais plus on avance dans l'école et plus le panel des activités proposées aux enfants en termes de sollicitation cognitive se restreint. Et ça, c'est bien dommage. Parce que quand on regarde bien, le modèle des intelligences multiples va privilégier différentes sphères. Il va privilégier le langage.
On le voit ici. Il va privilégier aussi tout ce qui est activité musicale et rythmique. Parce que certains sont très à l'aise avec ces activités musicales et rythmiques. Il va privilégier également les choses qui sont de l'ordre de la nature. Il va aussi privilégier des choses qui seraient de l'ordre du visuospatial, peut-être du logico-mathématique également. Également de l'intrapersonnel, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de la personne, et puis aussi au niveau manuel, kinesthésique et corporel. Quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps, est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas intelligent? Non, c'est une forme d'intelligence quelque part. Et enfin, ce qu'on appelle l'intelligence relationnelle. Et ces 8 dimensions permettent vraiment de pouvoir de pouvoir privilégier une forme de développement beaucoup plus complet du cerveau que ne le serait simplement le fait de faire travailler la sphère langagière ou alors la sphère logico-mathématique. Au niveau du cerveau, ça ne correspond pas forcément aux mêmes zones. Et quand on regarde justement au niveau du cerveau ce qui se passe, on voit que les différents domaines ne vont pas solliciter dans le cerveau les mêmes zones, les mêmes zones. Alors, on parle beaucoup d'intelligence multiple. Moi, j'aime bien parler d'affinité cognitive. Alors, pourquoi je parle d'affinité cognitive? Parce que bien souvent, ces histoires de langage, de musique, de nature, de visospatial, de logico-mathématiques, alors ça va correspondre à euh, des choses vers lesquelles on aime aller, mais ça peut également correspondre à des choses vers lesquelles, enfin, des choses que l'on sait faire. Pourquoi on sait faire? Parce qu'on a été en, mis en relation avec ces activités-là. On les a beaucoup pratiquées, ce qui fait qu'on a développé une forme d'agilité, une forme d'automatisme, et cet automatisme nous met à l'aise. Et donc, j'aime bien parler d'affinité cognitive parce qu'il y a le côté j'aime aller vers ce type d'activité, les activités autour du langage, les activités autour de la musique, les activités naturelles. Et puis, il y a aussi peut-être le fait d'aimer pouvoir enfin, d'aimer le faire simplement parce qu'on est à l'aise et qu'on a l'habitude de le faire. Ah, Aline nous dit qu'elle a une connexion qui n'est pas forcément évidente pour elle. Alors, je ne sais pas, peut-être essayer de se modifier. Moi, j'ai l'impression quand même que ça fonctionne bien. J'ai la possibilité de voir comment vous voyez et a priori, ça a l'air de bien fonctionner quand même de mon côté. Alors, du côté du cerveau, c'est aussi intéressant de voir que plus on est dans le multisensoriel, et ça, quelque part, c'est un petit peu la caractéristique de ce modèle des affinités cognitives ou de ce modèle des intelligences multiples, c'est que plus on va vers le multisensoriel, et bien plus on va stimuler le cerveau. Là, je vous ai simplement montré différentes zones du cerveau si on prend simplement les 5 sens. Si on prend simplement les 5 sens, et bien jouer permet de pouvoir avoir un développement harmonieux. Plus on sollicite les sens, plus on va quelque part travailler à cerveau total. On voit ici que l'ouïe va solliciter le cortex temporal, l'odorat qui est directement lié au nez là va solliciter le nerf plus frontal. Ici, on est au niveau du lobe pariétal, le toucher va solliciter toute l'aire motrice là qui se trouve ici, mais aussi sensorimotrice qui se trouve ici. Donc, on va vraiment être dans ces zones-là. Au niveau du goût, on va plutôt aller par ici. Et la vue, on est vraiment dans le cortex occipital qui se trouve derrière. Et quand on travaille avec nos 5 sens, on va travailler à cerveau total. Et donc, quelque part, on va pouvoir créer des connexions comme ça un petit peu partout dans le cerveau. Et ça, c'est juste super intéressant. Pourquoi c'est super intéressant? Parce que l'enfant, quand il naît au départ, il a quelque part un potentiel inouï. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir ce qu'on appelle le seuil critique. Et le seuil critique, c'est vers l'âge de 8-10 ans, on va avoir une forme d'élagage qui va s'opérer, peut-être même avant. C'est-à-dire que le cerveau ne gardera que les connexions qu'il a déjà utilisées, que les connexions qui sont efficientes, enfin qui sont efficaces, en tout cas qui lui sont utiles. Et on voit bien que si elles ne sont pas utiles, eh bien elles vont être abandonnées. Et donc, on pourra arriver à une forme de cerveau appauvri si on a un manque de sollicitation. Voilà. Et ensuite, est-ce qu'on peut reproduire les connexions après le seuil critique? Ah oui. Merci Sandrine. C'est effectivement une question très intéressante. Alors,
Je ne sais pas si on peut restaurer, en tout cas, on va pouvoir créer d'autres connexions grâce à ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité qu'a notre cerveau à pouvoir tout au long de la vie, mais vraiment tout au long de la vie, hein, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60 ans, etc., à pouvoir créer de nouvelles connexions. Comment ça se passe? Ça se passe que lorsque le cerveau est face à quelque chose de nouveau, il va y avoir ce qu'on appelle une connexion, c'est une connexion électrique, une connexion à la fois électrique et chimique qui se passe dans le cerveau. Si cette connexion électrique et chimique est répétée, alors à ce moment-là, il va se créer ce qu'on appelle un lien. Et ce lien, ça va être justement la connexion physique. Plus la répétition va être importante et plus finalement ce lien va être renforcé et on va ainsi avoir une connexion qui peut être ensuite très efficace et plus elle est efficace, plus elle est rapide et plus elle est présente et plus elle est grosse et plus le cerveau va l'utiliser. Et donc, quelque part, plus on présente à un enfant des activités diverses et variées, plus on va lui permettre de pouvoir développer un maximum de connexions. Hein. D'où l'intérêt, je reviens sur cette fameuse diapositive des affinités cognitives multiples, mais plus on présente à un enfant de différents types de jeux, plus on va pouvoir lui permettre de pouvoir développer ces connexions. Et c'est là où c'est effectivement intéressant d'avoir un panel varié, mais pas un panel varié simplement au départ, un panel varié aussi plus tard, parce que ce qui se passe, c'est que cet élagage, c'est-à-dire le fait de faire du nettoyage naturellement dans le cerveau, ça se passe chez l'enfant très jeune, mais ça se passe aussi tout au long de la vie. Hein. Alors, plus on aura renforcé la connexion, plus elle mettra du temps à s'effacer. Et c'est peut-être là aussi où on a tout intérêt, et je parle aux enseignants s'il y en a, ça peut être aussi un accompagnement un accompagnement. On peut avoir des nourrices, on peut avoir des assistantes maternelles, on peut avoir des personnes qui travaillent en crèche également. N'hésitez pas à me dire quelle est votre sphère d'activité, comme ça j'adapterai aussi mon discours à ce que vous proposez. Alors je vais revenir à l'attention. Quand on parle d'attention, c'est aussi... Alors, il peut y avoir chez les enfants ce qu'on appelle des pannes d'attention. Et là, je vous ai mis, pardon, deux cas concrets. Ouais, c'est le soir ici. Deux cas concrets. Le premier cas, c'est je regarde mon téléphone portable. Et puis le deuxième cas, je rêvasse. Et ces cas sont quand même... alors, ouais. Ah, j'anime des ateliers pour les enfants. Et Christelle nous dit, oui, cette année, j'ai une classe de moyenne section. Bon, bah, c'est super. Donc, Christelle, si elle nous dit qu'elle a une classe de moyenne section, elle doit justement être dans cette sollicitation multiple pour les enfants. Et Christelle, je t'encourage à essayer justement de varier un maximum les sollicitations proposées aux enfants. Moi, j'aime beaucoup la méthode Montessori parce que la méthode Montessori permet quand même, en fonction des différentes phases de développement de l'enfant, des différentes périodes sensibles, comme elle l'appelle, de pouvoir proposer des activités diverses et variées. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Alors, pour les pannes d'attention, donc on a deux exemples ici. On a un premier exemple avec le téléphone portable, et puis un deuxième exemple avec je rêvasse. Alors ça, c'est vraiment lié aux différents types d'attention. Le premier, c'est ce qu'on appelle la vigilance. Premier état d'attention, ce qu'on appelle la vigilance. La vigilance, c'est je vais être attentif à ce qui se passe autour de moi. Et quand on est attentif à ce qui se passe autour, la sonnette retentit, hop, je vais être happé par la sonnette. Eh bien, on a une partie de nos ressources attentionnelles qui sont utilisées. Et ça, c'est important parce que le simple fait de laisser, vous voyez, moi je l'ai mis là, hein, mais je l'ai éteint, mais le simple fait de laisser un téléphone portable près de soi va nous faire penser qu'il y a quelque chose qui va arriver et donc avoir une partie de nos ressources qui vont être utilisées par ça. Et puis, on a l'autre façon de faire, l'autre façon d'avoir une panne d'attention, c'est de penser à autre chose. Et tous ceux qui font de la méditation savent que penser à autre chose, ça arrive très très vite. Hein. Donc, les jeux, on va le voir, vont nous permettre de pouvoir travailler cette attention. Alors, quand on regarde les différents types d'attention, j'aimerais vous en présenter deux qui sont bien souvent
confondues. C'est ce qu'on appelle l'attention et la concentration. Alors, c'est quoi l'attention? L'attention, c'est le fait d'être attentif à ce que l'on a, donc de faire exister une information. Donc, il va y avoir l'attention qui arrive à nous, c'est-à-dire la vigilance. Hop, la sonnette retentit et je vais être attentif à l'information qui arrive. Et puis, il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'attention sélective, c'est-à-dire que je décide, moi, de m'intéresser à un élément. C'est-à-dire que on prend souvent le cas d'un café. On est dans un café avec des amis et puis on a une personne qui nous parle en face et en fait on va se concentrer sur ce que nous dit la personne. En fait, on va être attentive, on va sélectionner l'information parmi toutes les sources d'information et l'information qu'on aura sélectionnée, eh bien, est celle que l'on va prendre en compte. Et ça, c'est l'attention sélective qui nous permet de pouvoir le faire. La concentration, elle implique la notion de durée, c'est-à-dire qu'on va non seulement être en attention sélective, mais en plus, cette attention va être soutenue pendant un certain temps, et c'est la raison pour laquelle on appelle ça l'attention soutenue. Et donc, en fait, la concentration, c'est pas tant se concentrer qu'être attentif pendant un certain temps. Et cette attention, elle est toujours dirigée vers un objet. Elle peut être dirigée à l'intérieur, si jamais on souhaite être attentif à notre concentration, mais elle est toujours dirigée vers un objet. Alors, Isabelle nous dit, en centre de loisirs, on est amené à jouer avec des jeux de société différents que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les magasins et on se sert directement dans la ludothèque car elle a un partenariat. Ben ça, c'est super. En centre, alors ça, c'est très très bien parce que ça permet vraiment de pouvoir avoir un panel de jeux suffisamment important et ça, c'est vraiment super. Merci Isabelle. Et donc voilà, donc la deuxième clé quelque part, c'est de dire le fait d'utiliser les jeux, ça va permettre de pouvoir, enfin d'aider l'enfant à avoir un bon développement cérébral. Tant un bon développement cérébral en termes de disponibilité des connexions pour pouvoir se développer, également de quelque part un panel de connexions suffisamment varié pour ensuite pouvoir être à l'aise dans différents types d'activités, mais également de pouvoir travailler sur l'attention. Et oui, donc l'attention soutenue, c'est bien la concentration, c'est ça. Voilà. Donc, je répète, première clé, le jeu est naturel, laissez les enfants jouer naturellement. Deuxième clé, le jeu est bon pour le développement de l'enfant. Attention, et ça j'y reviendrai plus tard, je referai ensuite une conférence, un webinaire sur la bienveillance. C'est extrêmement important de mettre l'enfant dans une situation non stressante parce que le stress a un impact extrêmement négatif sur la construction du cerveau de l'enfant. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc, on met l'enfant en situation de jeu, mais en situation de jeu cool, zen, plaisante et surtout pas stressante. Enfin, pas stressante négativement, j'entends. Voilà. Alors, clé numéro 3 maintenant, eh bien, c'est que le jeu va nous permettre de pouvoir aller vers ce qu'on appelle l'expérience optimale. Qu'est-ce que c'est cette expérience optimale? C'est ce qu'on appelle le flow. Alors, en France, on a un spécialiste du flow, un chercheur en psychologie positive, c'est Jean Euth, H-E-U-T-E. Et vraiment, cette expérience optimale, on va pouvoir l'avoir dans le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu nous permet de pouvoir quelque part, le jeu nous emmène dans un monde qui est celui du jeu. Qu'est-ce que c'est l'expérience optimale? Elle est aussi appelée ce qu'on appelle le flow. Le flow, ça a été proposé par Mihaly Csikszentmihalyi, qui est un chercheur aux États-Unis, mais comme je vous dis, en France, on a aussi le chercheur spécialiste du flow, qui est Jean Euth. Et quand on regarde ce que nous dit quelque part ce flow, c'est qu'en fonction de ce que l'on va proposer à l'enfant, mais aussi à l'adulte, eh bien, on va se trouver dans différents états. Et quand on va regarder différentes notions, notamment, premièrement, on a le niveau de compétence, et puis, deuxièmement, on va avoir le niveau de challenge. Et en fonction du niveau de compétence et le niveau de challenge, on ne va pas se trouver dans la même situation. Je vous présente une activité qui présente un niveau de compétence assez faible et un niveau de challenge assez faible. Il va se passer quoi? Il ne se passera pas grand-chose. Ça veut dire globalement, il va se passer à peu près rien, quoi. Et puis ensuite, si on augmente le niveau de compétence sans augmenter le challenge,
ça ira, mais ce ne sera pas super intéressant. Hein. Et si on augmente le niveau de compétence jusqu'à être dans un niveau de compétence très élevé, sans augmenter le niveau de challenge qui lui reste très bas, on va être dans la détente. Ensuite, si on passe de l'autre côté, niveau de compétence faible, je ne suis pas très douée et le niveau de challenge n'est pas très élevé, il ne se passe pas grand-chose. Si je ne suis pas très douée et qu'on augmente le niveau de challenge, là, je vais commencer à m'inquiéter. Et si je ne suis pas très douée et qu'on augmente encore le niveau de challenge jusqu'à aller très haut, là, je vais me trouver vraiment dans une situation d'anxiété. Hein. Et là, vous voyez que si le niveau de challenge est élevé et que j'augmente mon niveau de compétence, alors je vais être dans l'éveil. Et si je suis à un niveau de compétence élevé avec un niveau de challenge élevé, eh bien là, on va se trouver dans ce qu'on appelle l'expérience optimale ou alors le flow. Et là, ça va vraiment être source de bien-être et source également d'efficacité. Et en fait, quand vous regardez les jeux, eh bien les jeux nous amènent très souvent à être dans le flow. Alors là aussi, si vous avez des questions par rapport à la notion de flow ou d'expérience optimale, n'hésitez pas à m'en parler. Alors le jeu nous permet vraiment très souvent de pouvoir être dans cette notion de flow. Hein, très souvent, on va pouvoir être dans cette notion de flow. Et à votre avis, est-il plus intéressant d'aller vers le flow en passant par en bas, ou est-il plus intéressant d'aller vers le flow en passant par en haut? Et là, je vais vous laisser me répondre. Et pendant ce temps-là, je vais aussi prendre un peu d'eau. N'hésitez pas à vous hydrater vous aussi, hein, ça fait du bien au cerveau. Alors Nathalie nous dit par en bas, bah oui, on va passer par en bas, effectivement. Et là, vous avez complètement compris que pour pouvoir amener un enfant à être dans l'expérience optimale par le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout pas lui proposer un niveau super difficile dès le départ, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord l'inquiéter, si on augmente le niveau, on va carrément le mettre dans l'anxiété, et potentiellement, il ira vers l'éveil, mais est-ce qu'il aura vraiment envie d'aller vers l'éveil? Bah peut-être pas, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'il va d'abord vous dire, bah non, c'est bon, j'arrête de jouer, je veux surtout plus jouer. Et pour atteindre le flow, ça va être beaucoup plus difficile que de passer par en bas. Hein. Et quand on passe par le bas, en revanche, effectivement, on va pouvoir amener l'enfant vers l'expérience optimale. Et là, vous voyez bien que au début, ça va être un peu compliqué, on ne sait pas trop, qu'on n'est pas le jeu. Et puis petit à petit, on va augmenter le niveau de compétence. Donc ça va être, bon, c'est moyen, rien de plus. Plus on va augmenter le niveau de compétence, plus on va mettre l'enfant dans la détente. Hein. D'abord, ça va être du plaisir, de la détente, simple. Ensuite, on augmente le niveau de challenge. Il va être dans le contrôle, mais il va être dans une forme de contrôle. Vous voyez que si on n'a pas permis à l'enfant de passer par le niveau de compétence, il risque d'aller dans l'inquiétude. Donc d'abord, on met l'enfant dans une situation dans laquelle il va être à l'aise, il va être dans le contrôle, et ensuite, si on augmente, alors il va être dans le flow. Et là, vous voyez bien les ados qui sont en train de faire un escape game ou alors qui sont dans le jeu, ils sont vraiment dans ce flow-là. Hein. C'est-à-dire que la particularité du flow quand même, c'est que le temps passe, mais tellement vite qu'on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que la notion du temps est complètement perdue, ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Et le jeu permet cet état modifié de conscience. Bien souvent, on me dit, voilà, mon enfant a des problèmes de concentration. Ok. Et si on jouait? Et là, je joue avec l'enfant. Et je vois si effectivement, il peut être dans le jeu ou il ne peut pas être dans le jeu. Mais évidemment, on va l'emmener vers le flow en passant vers le bas et certainement pas en passant vers le haut. Et bien souvent, on arrive à amener l'enfant vers le flow. Et le flow, c'est quoi? C'est un état de concentration. C'est un état de concentration et en plus lié à un état de bien-être. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions aussi par rapport au flow. Et puis, on va passer à cette autre capacité que permet le jeu. C'est le jeu va permettre de pouvoir passer en état, va permettre de pouvoir automatiser les choses. Et plus on automatise les choses, plus on rend les choses faciles. Et donc, moins on va utiliser notre attention. Et là, je prends souvent l'exemple de la conduite. Hein. Au départ, quand on conduit, la tâche, elle n'est pas du tout automatisée. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à avoir un niveau d'attention très élevé. Hein. Et ça, c'est problématique, le niveau d'attention très élevé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on n'a plus de ressources attentionnelles. Tout est utilisé. Et en fait,
plus on va automatiser la tâche. Quand la tâche est automatisée, quand la tâche elle est répétée, répétée, répétée pour passer sous le seuil quelque part de la conscience et que ça devient complètement automatique, alors à ce moment-là, on va avoir des ressources attentionnelles très peu utilisées et on aura une grande marge de manœuvre pour pouvoir augmenter le niveau de difficulté. Et c'est ça aussi l'intérêt du fait de commencer par des jeux faciles, c'est-à-dire qu'on va, au début, on est là, et puis petit à petit, on va descendre de manière à pouvoir libérer des ressources attentionnelles. Un des intérêts du jeu, c'est qu'au fur et à mesure, l'enfant va connaître par cœur le jeu, il va être à fond dedans, il sera super à l'aise, et ce côté super à l'aise fait qu'il va pouvoir, grâce au fait que ses ressources attentionnelles seront libérées, on va pouvoir augmenter en termes de niveau de difficulté. Voilà. Et donc, quelque part, ce niveau supérieur, c'est quoi? Le niveau supérieur nous permet de pouvoir agir et nous permet aussi de pouvoir contrôler nos pensées, contrôler nos émotions et contrôler aussi nos actions. Et ça, c'est important. Ce niveau supérieur qu'on va essayer d'atteindre grâce à l'utilisation du jeu va nous permettre de pouvoir solliciter des fonctions cognitives. Cognitive, ça veut dire fonctionnement du cerveau, des fonctions cognitives de niveau supérieur. Et ça, c'est quand même super important et super intéressant de voir qu'on a des fonctions qu'on peut, grâce au jeu, pouvoir solliciter ces fonctions cognitives. C'était tout l'intérêt de ma thèse, en fait. L'intérêt de ma thèse, c'était d'essayer de voir si avec le jeu, on pouvait essayer de solliciter ces fonctions cognitives. Bah oui, c'est possible. C'est même tout à fait possible. Et il y en a une que j'aimerais vous présenter, même deux que j'aimerais vous présenter. Et ça va justement faire partie des fameuses clés que j'aimerais vous donner ce soir. Ça, c'est la clé numéro 4. La clé numéro 4, c'est que le jeu permet d'apprendre ses limites. Et oui. Bah oui, parce que dans un jeu, on va gagner, puis dans un jeu, on va perdre. Et puis, on va se rendre compte que voilà, on est encore vivant, même si on a perdu au jeu, c'est pas catastrophique. Et en fait, on va pouvoir quelque part apprendre à gérer cette frustration. Et quelque part, la gestion des émotions liées à la frustration met en œuvre des fonctions du cerveau qui sont des fonctions de niveau supérieur, qui ne commencent à se développer plutôt que vers l'âge de 4-5 ans, et elles finissent vers l'âge de 25 ans. Et ces fonctions-là, eh bien, elles sont essentielles pour l'apprentissage, pour développer l'apprentissage. Alors Isabelle nous dit, pour ainsi dire, le jeu façonne le cerveau. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Je dirais qu'en fait, l'environnement va façonner le cerveau. Mais si vous mettez des jeux, alors vous allez proposer un environnement plus riche. Et on sait très bien qu'un environnement enrichi crée un cerveau avec plus de connexions et un cerveau qui sera donc protégé durant toute la vie. Et ça, c'est aussi une des clés, c'est-à-dire qu'on va augmenter la réserve cognitive, c'est-à-dire notre capacité à ensuite pouvoir faire face à des lésions ou faire face à des problèmes plus tard dans la vie. Et ça, c'est extrêmement important. D'où l'intérêt de faire du jeu durant toute sa vie pour plus tard aussi. Et donc, alors, pour apprendre les limites, eh bien, on va faire appel à ce qu'on appelle la tour de contrôle du cerveau. Et cette tour de contrôle, c'est un peu une métaphore. Cette tour de contrôle, on pourrait dire que c'est aussi quelque part le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre du cerveau. Et pour vous le montrer, ça j'aime bien utiliser le cube, ce fameux cube. Je vais vous demander de me dire là où se trouve la face avant du cube. Alors, certains la verront plutôt en bas à droite et certains la verront plutôt en bas à gauche. Alors, si vous le voyez plutôt en bas à droite, eh bien, vous le verrez comme ça. Et si vous le voyez plutôt en haut à gauche, vous le verrez comme ça. Alors maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'essayer de voir les deux façons de voir la face avant du cube. Ça va être en bas à droite ou en bas à gauche ou en haut à gauche. Et vous verrez que vous ne pouvez pas faire en même temps. Et là, vous voyez que vous switchez quelque part. Vous passez d'une façon de voir le cube à une autre. Eh bien ça, ce qu'on appelle cette capacité-là que l'on voit, c'est ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Et c'est extrêmement important pour un enfant d'avoir une certaine flexibilité mentale parce que cette flexibilité mentale va lui permettre de pouvoir passer d'un mode de traitement à un autre mode de traitement. C'est un petit peu ce que fait Piaget
quand lui nous présente, nous demande à un enfant combien de points, par exemple, y a-t-il derrière la fusée? Combien? Donc, il présente ces deux schémas-là, il va demander quel est le schéma qui a le plus grand nombre de points. Alors, un enfant qui est encore au stade du traitement visuel des informations va dire qu'il y a un plus grand nombre de points ici. Or, quand on compte bien, on verra qu'il y a exactement le même nombre. Mais pour ça, il faut être arrivé au stade du calcul, c'est-à-dire du traitement en nombre. Et cette phase ce passage du traitement visuel au traitement en nombre nécessite ce qu'on appelle la flexibilité mentale. Et cette flexibilité mentale commence à se développer à partir de l'âge de 5 ans. Et ça dépend vraiment de l'enfant. C'est-à-dire qu'un enfant peut développer cette flexibilité mentale assez rapidement et un autre va prendre un peu plus de temps. Il n'y a pas de timing idéal, je dirais qu'il y a un timing pour chaque enfant. Et un enfant développera de toute façon sa flexibilité mentale si on lui permet de pouvoir le faire. Et par exemple, une façon de faire pourrait être de jouer à un jeu et puis de jouer à un autre. De jouer à un jeu selon une certaine règle et puis de jouer à un jeu selon une autre règle. Vous voyez? Et comme ça, c'est tout simple. Hein. Au niveau des apprentissages, on va apprendre la leçon d'une certaine manière et puis après, on peut l'apprendre d'une autre. Et on peut comme ça solliciter tous les sens. Hein. On va être dans le langagier, on va aussi passer au visuel et spatial. C'est ce que propose toutes les techniques qui utilisent le mind mapping. On a des informations qui sont plutôt textuelles, on va les transformer en informations visuelles. Donc, quand on joue, eh bien, on fait intervenir la flexibilité mentale et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, si on revient à ce fameux cube, vous l'avez vu spontanément, vous avez vu sa face avant spontanément d'une certaine manière. Je vais vous demander de continuer à la regarder comme ça. Et puis, d'essayer de ne plus voir cette fameuse façon de voir le cube, mais plutôt de regarder le cube selon la seconde manière, en bloquant vraiment la façon de voir le cube spontanée. Votre façon spontanée de voir le cube, vous la bloquez, vous la bloquez, vous la bloquez, vous la bloquez. Clignez des yeux, rouvrez, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, très probablement, vous serez revenu à votre façon spontanée de voir le cube, malgré le fait que vous aviez bloqué sur la deuxième manière. Et ça, alors quand vous avez bloqué, pour ne voir que la seconde façon de voir le cube, vous avez fait appel à ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Et ce contrôle inhibiteur, il est extrêmement important parce que c'est celui qui va ensuite vous permettre de pouvoir non pas faire, comme on l'a vu tout à l'heure, un traitement visuel de l'information, mais il va pouvoir vous permettre de faire un traitement numérique de l'information et accéder à la bonne réponse. Il va aussi pouvoir vous permettre de ne pas vous énerver quand vous êtes face à une situation qui est compliquée. Et on a plein de jeux qui travaillent ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur, qui activent ce qu'on appelle le contrôle inhibiteur. Alors, il existe tout un tas de contrôles inhibiteurs. Le contrôle inhibiteur qu'on appelle inhibition. Moi, j'aime pas trop le mot inhibition parce que inhibition, ça peut faire penser à la timidité et c'est pas forcément de la timidité. Hein. C'est plutôt du contrôle. Hein. Et donc, le contrôle peut être verbal, le contrôle peut être cognitif, le contrôle peut être moteur également. Alors, je vais aussi vous présenter un autre jeu qui est quand même un test très connu pour parler du contrôle inhibiteur. C'est le contrôle des automatismes. Alors pour ça, c'est très facile. Hein. Alors je vous le montre en diaporama. Alors, je vais vous demander de lire les mots qui sont indiqués en noir. Alors, essayez de les lire le plus rapidement possible. Hein. Rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, vert, rouge, bleu. Ok. Maintenant, on va essayer de donner la couleur des carrés qui sont présentés devant nous. On va essayer aussi de le faire le plus rapidement possible. Rouge, vert, vert, rouge, bleu, bleu, vert, rouge, vert. Et maintenant, je vais vous demander non pas de lire les mots, mais de me donner la couleur de l'encre qui a été utilisée pour écrire les mots. Et là, vous allez voir que vous allez tester exactement ce qu'est le contrôle de l'automatisme. Et donc, la couleur des mots, c'est rouge, bleu, vert, bleu, rouge, bleu, vert.
Est-ce que vous vous êtes trompé? Alors voilà, qu'est-ce que ça vous a fait cet exercice-là? Normalement, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez vu, quand on essaye de dire les mots là, enfin quand on essaye de dire la couleur des mots, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que notre cerveau a envie de lire et c'est bien normal puisque depuis qu'on est tout petit, on nous a demandé de savoir lire, de savoir lire, de savoir lire. C'est tellement devenu un automatisme que dès qu'on voit un mot écrit, notre cerveau a appris à lire. Et là, on lui demande de ne pas faire ça. Alors, on le voit ici, c'est un test qui est ultra classique, mais on le voit aussi dans des situations de la vie quotidienne où tout à coup on a envie de s'énerver, on a envie de parler en classe, on a envie par exemple, on est en colère, on voudrait engueuler son voisin et puis finalement, ben, on va se réfréner et le fait de se réfréner, ben, c'est l'activation du contrôle inhibiteur. Et ça se travaille. Ça se travaille très bien avec les jeux justement. Et c'est ce qu'on a pu voir. Alors, quand on regarde quelque part les fusées de l'apprentissage, eh bien, les fusées de l'apprentissage, c'est la motivation. Et la motivation, on l'a avec le jeu. Pourquoi? Parce que le jeu, c'est quelque chose justement vers lequel on va spontanément. Quand on regarde les autres fusées de l'implication, c'est quelque part aussi les piliers de l'apprentissage, hein, dont parle beaucoup Stanislas Dehaene. C'est l'implication. C'est quoi l'implication? C'est le fait d'être engagé. Et l'engagement, eh bien, est lié quand on choisit un jeu et quand on y joue avec ses amis, on est complètement dans l'implication. C'est aussi le stockage. Et le stockage, eh bien, ce stockage, il est là puisqu'on va pouvoir conserver l'information et l'apprendre. Et c'est la mise en place de stratégies. Et on sait très bien que quand on joue, on a envie de gagner. Et pour avoir envie de gagner, on va mettre en place des stratégies. L'autre point aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on perd à un jeu, eh bien on se dit c'est pas grave. On va remettre en place une autre stratégie pour pouvoir gagner la prochaine fois. Et comme ça, dans la vie, on apprend aussi à mettre en place des stratégies pour pouvoir, quelque part, s'en sortir dans la vie. Et enfin, j'aimerais vous présenter la clé numéro 5. Et cette clé numéro 5, c'est le jeu pour se relier, le jeu pour être ensemble, le jeu pour pouvoir passer des moments ensemble. Et ça, c'est juste extrêmement important. Hein, parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui est de plus en plus connectée, mais qui est aussi de plus en plus quelque part distante, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens, mais combien de fois je vois des gens qui sont l'un à côté de l'autre avec un téléphone dans sa main, un téléphone dans sa main, ils sont à côté de l'autre et pourtant ils sont pas ensemble. Alors que quand on joue, on est ensemble, on est dans l'interaction, on n'est pas dans une interaction virtuelle, on est dans une interaction réelle. Et ça, c'est vrai, la vraie différence avec les jeux vidéo. L'interaction, elle est réelle et il se passe des choses quand on est en lien, mais quand on est en lien vrai, quand on est en lien physique. Il y a aujourd'hui, et de plus en plus on parle de notion d'énergie, et effectivement cette notion d'énergie, elle est présente quand on est physique, elle est présente quand on est en relation physique. Donc le jeu pour se relier, oui. Et le jeu pour passer des moments ensemble, oui. Et pas forcément le jeu pour gagner l'un contre l'autre. Aujourd'hui, j'aime bien proposer des jeux coopératifs aussi parce que c'est extrêmement important. Voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est le jeu? Ben, c'est un outil formidable pour se développer harmonieusement. Et c'est un outil formidable pour pouvoir créer de la relation dans la famille. C'est un outil formidable pour pouvoir se créer des souvenirs inoubliables. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Alors moi, le jeu, je l'ai étudié vraiment à travers le volet cognitif, c'est-à-dire comment ça fait fonctionner le cerveau, mais aussi le volet santé psychologique. Et en fait, ce que j'ai pu, alors je vais vous passer quand même assez rapidement les résultats de ma thèse, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que là, on avait des gens ici avant, j'avais fait des séances, c'était 10 séances, 10 séances, je suivais les gens sur 10 séances. Il y avait des gens qui ne faisaient rien entre les 10 séances, et donc avant, après, il y avait peu d'évolution. Il y avait des gens qui suivaient un programme de stimulation cognitive classique, et puis il y avait des gens qui suivaient un programme de stimulation par les activités de loisirs. Eh bien, on sait que alors quand on regarde là, on voit bien que les gens qui ne participaient pas à des activités, eh bien, n'avaient pas de progression entre avant et après. Les gens qui participaient on va dire, à de la stimulation cognitive conventionnelle
avaient une amélioration de la capacité de la mémoire, c'est la capacité de la mémoire, l'empamnésique, mais les gens qui faisaient des activités de loisirs avaient aussi une amélioration de la capacité de la mémoire. Quand on regarde la mise à jour de la mémoire de travail, qui est la capacité à rafraîchir sa mémoire, eh bien on voit que là aussi, à la fois du côté des gens qui ont fait un programme classique de stimulation cognitive et les gens qui ont suivi un programme par les activités de loisirs, il se passe quelque chose, contrairement à ceux qui n'ont rien fait. Quand on regarde la plainte mnésique, alors la plainte mnésique, c'est le fait de se plaindre. Les gens qui ne font rien continuent à se plaindre, et les gens qui suivent des programmes de stimulation cognitive conventionnelle, comme le font les neuropsies, hein, c'est un programme neuropsy qu'on avait utilisé, ou les gens qui font des activités de loisirs, le programme qu'on leur avait proposé, se plaignent moins. Et donc, c'est un bon résultat pour nous. Et quand on regarde du côté de l'estime de soi, là, vraiment, ce qui a apporté vraiment mon travail de thèse, c'est de montrer que par rapport à des gens qui ne faisaient pas d'activité, quand on compare des gens qui utilisent de la stimulation cognitive conventionnelle ou des jeux, un programme uniquement utilisant les jeux, eh bien, on voit qu'il n'y a pas d'amélioration d'estime de soi du côté des gens qui ne font pas les jeux, mais il y a une amélioration de l'estime de soi du côté des gens qui pratiquent les jeux. Et ça, c'est le vrai, enfin, c'est vraiment ce qui a permis de dégager la thèse. On s'y attendait un petit peu, mais on s'y attendait pas de façon aussi nette. Donc, en fait, très nettement, quand on est dans le ludique, on permet à la personne de pouvoir augmenter l'estime de soi, et donc on lui permet de pouvoir être dans une forme de représentation beaucoup plus positive d'elle-même. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Alors, Christelle nous dit qu'elle adore les jeux coopératifs et qu'en classe, ça fonctionne super bien. Eh ben, je te dis bravo, Christelle, parce qu'effectivement, c'est super d'utiliser les jeux coopératifs et ça permet vraiment de pouvoir amener une dynamique très, très positive à la classe. Donc, bravo, Christelle. Voilà. Donc, quand on regarde finalement l'intérêt des jeux, ben, on voit que quelque part, on va solliciter toutes les dimensions, ce que j'appelle les affinités cognitives qu'on peut, enfin quelque part, qu'on peut aussi appeler intelligence, intelligence multiple. On dit aussi que c'est du multimodal, mais plus le jeu est multimodal, meilleur sur les performances et plus on utilise le jeu, meilleur va être quelque part l'impact sur la dimension psychologique de la personne. Et ça, c'est valable à tout âge. On l'a testé chez les âgés, mais en fait, ce qu'on a aussi vu chez les âgés, c'est que plus la personne avait pratiqué durant toute sa vie des activités de loisirs et des jeux, meilleure était sa satisfaction de vie quand elle était âgée. Et là, on peut se dire que quelque part, on a un truc, on a une clé. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dis, il faut impérativement mettre des jeux dans les apprentissages, mais pas que dans les apprentissages. Il faut aussi mettre des jeux dans le travail. Il faut aussi mettre des jeux, alors ça peut être pendant le travail, ça peut être en dehors du travail, mais en tout cas, il faut mettre des jeux dans sa vie. Et plus on met des jeux dans sa vie, plus on va pouvoir favoriser une forme de représentation positive de ce qu'est notre vie. Je ne sais pas si je suis assez claire. Dites-moi, hein, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que là, j'ai un peu pas l'impression de parler à mon ordinateur, mais je sais bien, je vois bien que vous êtes là, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes nombreux, et je vous remercie d'ailleurs d'être venus aussi nombreux. Donc dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Voilà, donc ce que je peux vous dire par rapport justement au fait de jouer, c'est que ça fait grandir, ça fait se construire, ça permet de gérer ses émotions, ça permet de booster l'estime de soi, ça permet d'utiliser tous les sens et en même temps, ça permet aussi d'apprendre en s'amusant. Donc moi, je voulais vous parler de la méthode encéphale parce que c'est la méthode que j'ai créée. Et cette méthode, ça veut dire entraînement cérébral. On a bien compris que le jeu entraînait le cerveau de manière fonctionnelle, hein, ça améliore le fonctionnement du cerveau. Et on utilise pour ça quoi? Uniquement des activités de loisirs. Et on sait que ça permet de pouvoir améliorer la santé cognitive, mais aussi la santé psychologique, et ça permet de renforcer toutes les fonctions cérébrales grâce à une approche multimodale. Donc ça, c'est juste le message clé, le message essentiel. Et puis, j'aimerais aussi vous parler de cette fameuse approche que vous pouvez retrouver dans le livre Programmer votre cerveau pour le bonheur, qui est le beau, le bien et le bon. Dans le beau,
on va amener la personne dans la dimension du beau à être attentif à tout ce qui lui permet de s'émerveiller, enfin tout ce qui l'émerveille, et donc à être attentive à ses 5 sens. C'est la dimension multimodale qui est extrêmement importante. On va favoriser l'engagement également à travers le bien, qui est le fait d'être aligné avec soi-même et aussi d'être appliqué, impliqué dans ce que l'on fait. Et enfin, d'être dans le bon, c'est-à-dire d'être tourné vers l'autre, de donner et de recevoir. Et le jeu permet ça également, parce que le beau, c'est du waouh. Quand on va vers un jeu, c'est qu'on a envie d'y aller. C'est quelque part, c'est cette dimension de motivation qui va nous amener à aller en mouvement, à nous mettre en mouvement et à aller vers le jeu. Le bien, c'est quand on est appliqué, impliqué. Et on a vu avec l'expérience optimale, avec le flow, que le jeu permettait ça. Et enfin, le bon, bah, c'est qu'on est toujours dans la relation quand on est dans un jeu avec, quand on travaille, quand on est avec d'autres personnes et qu'on est dans le jeu. C'est pour moi des clés qui sont juste indispensables, indispensables pour pouvoir améliorer le niveau de bien-être. Et alors, je vous ai mis cette petite Luna, qui est une jeune fille absolument incroyable, qui a, alors, elle a lu Le Beau Bien Bon. C'était le livre, pas le format poche que vous avez ici, mais Le Beau Bien Bon, le livre Beau Bien Bon. Elle l'a tellement apprécié qu'elle l'a présenté à sa classe, et son maître a tellement été scotché par ce qu'elle a fait qu'il a filmé son exposé sur le Beau Bien Bon. Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir cette jeune fille absolument extraordinaire. Sur YouTube, si vous tapez Beau Bien Bon Luna, eh bien vous allez la trouver. Allez dans YouTube, tapez Beau Bien Bon Luna et vous trouverez. C'est son maître, Monsieur Dussart, qui a mis la vidéo en ligne. Elle dure, je crois qu'elle dure à peu près 9 minutes. Et c'est absolument incroyable. Enfin voilà, donc merci Luna, et je tiens vraiment à ce que vous la découvriez parce que elle a fait un très beau travail. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à ça. Alors, je vous avais dit que j'allais vous proposer une offre exceptionnelle. Cette offre exceptionnelle, en fait, c'est la possibilité de pouvoir, vous-même, si vous le souhaitez, vous former à la méthode encéphale. Puisqu'aujourd'hui, et maintenant depuis presque 5 ans, je forme des gens. Alors, j'ai commencé tout doucement parce qu'il fallait vraiment que je puisse valider la méthode, mais j'ai commencé à former des gens à l'utilisation de la méthode encéphale, à devenir ce qu'on appelle ludopédagogue, à être ludopédagogue. Ludopédagogue, c'est pour les enfants, ou encore à être ludocoach. Et pour ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps parce que je suis quand même quelqu'un de très prudent. Et avant de pouvoir former des gens, il fallait vraiment que je valide la méthode. Aujourd'hui, la méthode a été validée par une thèse de doctorat. Elle a été validée également par la publication d'un article scientifique. Récemment, j'ai également participé en lien avec les chercheurs en psychologie positive à tout ça, enfin à la rédaction pardon d'un livre, et même participé au colloque où j'ai présenté la méthode au colloque. Et aujourd'hui, c'est vraiment une méthode qui est assise sur le plan scientifique. Donc maintenant, je sais qu'il faut la développer. Pourquoi? Parce qu'il faut il faut aider les enfants à pouvoir retourner vers l'apprentissage. Merci Isabelle qui me dit merci pour ce webinaire. Et pour aider les enfants, il faut aujourd'hui déployer l'utilisation de cette méthode. Pourquoi? Parce que le jeu est un outil extrêmement puissant. Et jouer, c'est bien, mais savoir utiliser les jeux pour pouvoir améliorer les capacités d'apprentissage, c'est encore mieux. Et ça, quelque part, c'est toute l'expertise que j'ai développée, mais que j'aimerais aujourd'hui mettre au service du plus grand nombre pour aider les parents, les enfants, et aussi peut-être les professionnels de l'accompagnement, mais aussi les professionnels de l'éducation, comme les enseignants, les professeurs des écoles, mais aussi au collège, mais aussi au lycée. J'ai été